mortal là. Ouais. Comme ça, arrière-plan, on va se faire une quoi. Non. Je ne veux pas dire quoi. Vous me dites quoi, parce qu'après, la fin, c'est celle qui est quoi. Regarde. Non, non, il y a. D'accord. Une, vous commencez, hein, s'il vous plaît. Séance. Tout le monde est bon? C'est bon de mon côté. Voilà, on peut commencer, je pense. Ok, parfait. Parfait. Bonjour tout le monde, je me présente. Je me nomme M. Sal Suleiman. Je serai le modérateur de cette conférence. Et nous sommes dans le cadre d'une conférence initiée par l'Association des jeunes économistes du Bénin, une association qui regroupe des jeunes professionnels de la finance, de l'économie et de la statistique, qui ont pour objectif de démocratiser la compréhension de l'économie dans leur pays. Et la finalité de cette conférence, c'est d'émettre des propositions, des recommandations vis-à-vis à la thématique. Et la thématique qui est le rôle de l'éducation dans le développement de l'Afrique. Nous voyons bien que c'est un sujet bien large qui nous parle de l'éducation et du développement. Nous allons essayer d'émettre les rapports, les liens de causalité entre l'éducation et le développement. Et nous avons 4 intervenants, à savoir Sadio, qui est doctorante en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa, qui va intervenir en premier lieu. Nous aurons également Aram, consultante en affaires publiques et politiques, représentante de l'Afrique des idées. Nous aurons ensuite Cédric, fondateur de 50 Afrique Média, qui va intervenir en 3e position. Et enfin, nous aurons Djokerdi, qui est diplômé de l'aménagement en aménagement du territoire et de développement régional, fondatrice de la structure INFI ONSAC. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la thématique, c'est l'éducation, le rôle de l'éducation dans le développement de l'Afrique. Autrement dit, nous essayerons de ressortir les impacts de l'éducation dans le développement de l'Afrique et également essayer de voir, de ressortir ce qui marche dans l'éducation africaine. Est-ce qu'il y a forcément un lien de causalité entre une bonne éducation et un développement et vice-versa? Est-ce qu'également il y a un lien de causalité entre le développement? Est-ce qu'il y a un impact du développement dans l'éducation? Nous allons passer à présent la parole à Sadio, la doctorante en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa. Elle va intervenir sur 3 points. Tout d'abord, elle va essayer de nous faire une contextualisation des 2 concepts, des définitions des 2 concepts, à savoir le développement et également l'éducation. Elle va également intervenir sur un 2e point qui est la question de savoir si la jeunesse est-elle un moteur de développement ou actuellement un problème en Afrique.
Et le troisième point sera un point de recommandation de perspective qui viendra en dernier lieu. Sadio, vous avez la parole. Merci. Merci, Souleymane, pour ta présentation. Je pense que ce n'est pas évident de donner des définitions sur l'éducation et le développement de façon générale, mais je pense que les enjeux principaux et, pour ne pas dire les défis, parce que nous en avons beaucoup, c'est surtout d'offrir sans distinction, sur une base égalitaire, je tiens à le préciser, à toutes et à tous, un niveau de qualification et de vie élevé, entre guillemets, qui vont constituer finalement à des personnes finalement qui vont constituer ce qu'on va appeler le capital humain. Donc, je ne suis pas économiste, mais voilà, nous avons quelques petites bases. Mais voilà, on sait que ces jeunes-là vont constituer le capital humain des pays africains concernés et qui vont en parallèle finalement participer au développement économique. Je retiens une citation de Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et je suis tout à fait en accord avec cette citation. Parce que finalement, investir en l'éducation et dans le développement, c'est investir dans l'économie de demain. Et Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, ce n'est pas des investissements qu'on peut fructifier sur le court terme, comme ça, à proprement parler. Je pense que c'est une course de fond, que ce soit l'éducation, investir dans l'éducation ou dans le développement. Et que voilà, ça relève de choix politiques et stratégiques pour mettre en œuvre et faire en sorte que la jeunesse africaine soit non seulement les leaders de demain, mais aussi les acteurs finalement du développement économique du continent. J'aime bien, je m'entends souvent parler et je dis que l'éducation est le PIB pauvre des pays africains parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau éducation. Et quand je dis éducation, je compte de l'école maternelle en passant par l'école élémentaire, le collège, le lycée et que ce soit l'enseignement supérieur. Donc voilà. Finalement, j'ajouterais que ce n'est pas seulement l'éducation, mais c'est aussi la formation. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études, de grandes études, ou qui sont allées à l'école, mais qui peuvent être formées sur des petites formations courtes de 2 ans, 3 ans, qui leur permet finalement de participer à cette économie-là et de finalement pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, l'éducation et la formation sont étroitement liées au capital humain, selon moi, voilà, dans la mesure où l'éducation et la formation constituent ce dernier. Donc, je m'excuse déjà pour mon économie de bas étage, mais on voit bien le lien entre le capital humain et la croissance économique, finalement. Donc, si on prend en compte les points principaux dans l'augmentation du capital humain et le développement, c'est l'évaluation de ces compétences-là et leur développement elles-mêmes. Donc, il faut pouvoir donner à des jeunes une éducation et une formation, et investir dans l'éducation, finalement, c'est investir dans la connaissance de ces mêmes compétences pour améliorer la productivité et le gain. Donc, si on donne les moyens et les matériaux financiers et sociaux à développer le système éducatif de certains pays africains, je pense que ça valorise en fait et ça offre des capacités et on augmente finalement on augmente finalement les capacités de ces jeunes-là. Donc voilà, donc si on parle de contextualisation, moi je partirais plus sur ça parce que je ne connais pas tous les pays africains. Donc moi j'ai évolué par exemple dans les pays de la CEMAC, donc en Afrique centrale. Donc c'est bien particulier, on sait que les zones géographiques de l'Afrique sont assez différentes et peu homogènes en termes de développement économique. Je parle de l'UEMOA ou de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, etc. Donc voilà, donc pour moi, je ne pense pas que la question c'est comment est-ce que la jeunesse africaine est devenue ou qui devait être un moteur de développement est devenu un problème, mais je pense que c'est surtout comment est-ce qu'on a fait de cette jeunesse-là un problème. C'est surtout la question que je me pose. Ce n'est pas de savoir pourquoi ces jeunes ne travaillent pas, c'est pourquoi on ne leur a pas donné les moyens finalement d'arriver à la formation ou à être éduqués. Donc voilà, donc, pour moi, la jeunesse africaine est motrice. C'est des jeunes qui sont créatifs. On a des jeunes qui sont très compétents, qui sont très intelligents. Et je pense qu'ils n'ont simplement pas les infrastructures et les moyens qu'il faut à disposition. Voilà, donc si on n'offre pas à une jeunesse qui est motrice, qui a envie d'apprendre et qui a de la connaissance, les moyens d'être moteur,
et les conditions de motricité, si je peux me permettre de parler comme ça, ces jeunes-là, en fait, on les voit comme une tranche d'âge, finalement, qui est difficile à contenir et dont on ne sait pas quoi faire. Donc, ça va être des jeunes qui seront à la rue, qui vont se débrouiller parce que, si je me rappelle bien dans notre première conférence qu'on a faite, l'Afrique, c'est aussi beaucoup de débrouillardise. C'est-à-dire que les jeunes font ce qu'ils peuvent faire avec une petite boutique au coin de la rue ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils arrivent à faire concrètement, mais on le voit à travers Internet, on sait à quel point le continent est porteur de connaissances, porteur de sciences. Moi, je prends un exemple, quand je vois les doctorants qu'il y a dans les universités occidentales, combien d'étudiants africains il y a qui produisent de la connaissance et qui participent à la recherche et au développement de beaucoup de pays, dont nous, finalement, mais où sont ces jeunes-là? Quelle capacité on leur donne de faire la même chose que nous, quoi. Donc, c'est qui devient finalement les leaders africains de demain? Qui est-ce qui va reprendre le flambeau et quelle est la place qu'on offre à ces jeunes-là? On avait une petite discussion un peu avant le début de la conférence, c'est que c'est un continent très jeune avec près de 200 millions de jeunes en Afrique, mais c'est des vieillards qui dirigent les pays. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils laissent la place aux jeunes? Et est-ce que finalement, on ne fait pas de ces générations de jeunes-là une génération perdue? Parce qu'après cette génération de vieillards, qu'est-ce qu'il y aura si personne n'est formé et éduqué? Et une génération comme ça de perdus, délaissés, c'est un pays qui sera en crise sociale, économique et politique pour des décennies. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un investissement qui sera fait sur les générations futures, vous pouvez être sûr qu'il y aura des problèmes de crise à répétition. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Centrafrique, d'où je suis originaire. Donc, je ne sais pas pour ceux qui connaissent la Centrafrique, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique, qui fait partie de la CEMAC et qui est frontalier du Cameroun. Donc, on est un petit pays, on va dire qu'on doit faire la superficie beaucoup plus que la France, mais on est à 4,6 millions environ d'habitants, avec un PIB de 3 milliards. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, et on est à environ 400, peut-être 50 dollars par habitant du PIB. Mais quand je prends le PIB de la Centrafrique et je vois la part qui est allouée à l'éducation, et que je vois que nous sommes avant-dernier avec 1,2 ou 3, vite fait, qui sont alloués à l'éducation, je me rends compte que les États n'investissent pas assez dans l'éducation et qu'ils ne font pas de corrélation entre le développement économique et finalement l'éducation, l'investissement dans le capital humain et les jeunes. C'est vrai que dans notre pays, on a beaucoup de ressources et je pense que Joe Kirby pourra le confirmer, qui ne sont pas exploitées par des jeunes centrafricains qui auraient pu être formés pour, mais on fait appel à des ONG, à des structures et des entreprises externes qui viennent, elles, exploiter. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas former des jeunes? Je prends par exemple l'extraction de diamants ou l'extraction d'uranium ou l'agriculture parce qu'on a un sol très fertile. Mais pourquoi on ne forme pas ces jeunes-là pour qu'eux-mêmes deviennent en fait acteurs de leur économie et que ce ne soit pas les autres qui viennent le faire pour eux? Je pense que les États devraient plutôt se demander à comment rendre rentable finalement leur propre richesse qui serait produite et transformée par des jeunes de chez nous, entre guillemets. Donc, je pense que ça reste encore un défi majeur parce que quand je prends aussi le taux d'alphabétisation, je vois que c'est seulement 37% de la population. Ce n'est même pas du tout la moitié de la population qui est alphabétisée. Donc, comment est-ce que vous voulez permettre à des jeunes d'être moteurs de l'économie quand ils ne peuvent pas lire des documents qui sont en français ni parler correctement? Donc, ça reste encore pour moi difficile. Et la Centrafrique, c'est un pays qui s'est retrouvé en crise à répétition, et encore, nous sommes encore en crise, dans la dernière qui a été assez grande quand même en 2013. Et depuis ça, il y a près de 60% des jeunes qui n'ont pas eu accès à l'éducation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés à l'école et qui ont abandonné. Et on se retrouve avec une population qui n'est pas, je ne veux pas dire intellectuelle, mais qui n'est pas formée, qui n'est pas éduquée. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a rien qui est vraiment concret, on va dire, mis par l'État. En même temps, je peux comprendre que des pays qui sont en crise politique, qui sont en conflit,
n'est pas à miser sur l'éducation, mais je pense que c'est une erreur. Au contraire, c'est en temps de crise qu'il faudrait miser sur les jeunes, sur ceux qui arrivent, entre guillemets. Donc, moi, je vais conclure. Je pense que pour certains pays, même s'ils n'ont pas le temps et l'argent d'investir dans l'éducation, et, enfin, et surtout que tous les jeunes africains, en général, n'ont pas la capacité finalement de faire fuir leur cerveau vers l'Occident, il est nécessaire pour moi, je pense, d'améliorer les systèmes éducatifs en augmentant la part du PIB qui est attribuée à l'éducation publique. Je pense qu'il ne suffit pas de rendre l'école gratuite et obligatoire ou de compter sur les organismes internationaux et non gouvernementaux pour venir appuyer sur l'éducation, parce que tout ça, c'est précaire. À partir du moment où vous n'avez plus d'aide des organismes internationaux, le système s'effondre. Donc, il faut créer un système qui est inclus dans les politiques de développement du pays, propre à l'État, et pas compter sur les organismes internationaux qui, tôt ou tard, finalement, ne pourront plus assister forcément le système éducatif de ces pays-là. Donc, voilà, pour moi, c'est surtout ça, c'est agir, en fait, pour enrayer le chômage qui touche les jeunes africains en ce moment. Et je trouve ça dommage parce que, comme je le répète et je le dirai encore, c'est qu'on a beaucoup de ressources et personne pour les prendre en main. C'est un continent qui est très jeune et on a encore des comportements de vieillards, finalement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sadio. C'est Sadio qui parlait, doctorante en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa, qui a fait une intervention sur 3 points. Nous avons retenu que le premier point, c'était tout d'abord le lien de causalité entre l'éducation et le capital humain. Un point très intéressant. Également sur la problématique de la jeunesse et du développement. Si les jeunes sont les moteurs ou bien un problème du développement, vous avez bien souligné l'envie de réussir des jeunes africains qui actuellement est visible partout, parce que moi, à Dakar où j'habite, nous voyons des jeunes qu'on appelle des banabana dans un langage national, des gens qui se réveillent chaque jour pour chercher de quoi se nourrir et nourrir leur famille. Et il y a cette envie-là de réussir. Vous avez également souligné le point à propos des moyens d'accompagnement par rapport à l'éducation. Est-ce qu'il y a des conditions viables et durables qui sont mises en place par les politiques publiques? Un problème également. Vous avez également souligné un problème d'alternance générationnelle, parce que nous avons vu que, nous voyons un peu partout en Afrique que les affaires de l'État, sont gérées par des personnes tout le temps âgées. Tout à l'heure, on en parlait avant le commencement de cette conférence. Je disais à mon ami Ricardo qu'on est très jeune pour être président, pour être élu chez nous. C'est pas nous, c'est pas un problème de volonté, c'est plutôt la mentalité et le système qui fonctionne ainsi. Et voilà. Et pour tout résumer, vous avez mis vraiment des idées claires sur le fait qu'il faut investir là où il faut. L'éducation, il y a également la problématique du taux d'analphabétisation, pardon. Vous avez également parlé de ça. Et je pense que le résumé, c'est que l'éducation est la source du capital humain et que les États doivent, en quelque sorte, investir là où il faut. Merci beaucoup, Sadio. Nous allons à présent passer la parole à Aram, qui est consultante en affaires publiques et politiques, représentante de l'Afrique des idées, qui va également intervenir sur 3 points. Le premier, que vous avez déjà, là où vous avez déjà intervenu, Sadio, c'est: est-ce que la jeunesse africaine est-elle un moteur ou un problème vis-à-vis du développement? Et en deuxième point, quel est le modèle de système éducatif à mettre en place pour le développement africain? Et également, en troisième point, les recommandations que nous ferons à RAM sur le développement et sur également une politique éducative. Vous avez la parole à RAM pour 15 minutes et après, nous donnerons la parole à Cédric. Merci. Alors, merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Je
pense que ce n'est pas forcément nécessaire de revenir sur ma présentation. C'est déjà retenu. Donc moi, pour ma part, en fait, je dis d'emblée que je suis d'accord sur un point avec Sadio. Dans la façon dont elle a posé le sujet, véritablement, pour moi, c'est peut-être plus large que la simple question de l'éducation. Et qu'il s'agit surtout, en plus de l'éducation, véritablement de la formation. Donc, mon propos est très simple, hein, il tient véritablement à une phrase, c'est que l'éducation a vraisemblablement et incontestablement un rôle dans le développement. La démonstration, je ne suis pas très sûre d'en être capable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un lien de causalité, mais le sujet, si je peux me permettre, doit être pensé, ce que je viens de dire, de façon beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale. Donc, premièrement, pour moi, c'est la question de la scolarisation et de sa démocratisation. Donc, ça, c'est peut-être une première étape. Mais ce qu'on voit généralement dans nos pays, et particulièrement le pays dont je peux me permettre de parler, c'est le Sénégal, et dont je suis originaire, c'est que on a tendance à voir la question de l'éducation et de la politique éducative sous un angle de résultat, c'est-à-dire que les gouvernements se donnent plus ou moins comme défi d'avoir un bon taux de scolarisation, atteindre 60% aux yeux de l'ONU, des différents programmes, des différents objectifs. Et justement, il ne s'agit pas simplement de cela. Donc, la première étape, effectivement, c'est scolariser et démocratiser et avoir une éducation beaucoup plus inclusive, tant du côté des femmes que des gens qui n'ont pas forcément de fonds. Donc ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, le défi, c'est de prévenir le décrochage. Une fois qu'on a 60% de taux, c'est très beau, bien entendu. Mais l'autre défi, c'est de conserver ces gens et de les préserver pour qu'ils puissent continuer leurs études. Là, encore une fois, petite nuance, on part sous l'angle éducation-études. Et c'est là que je rejoignais tout à l'heure Sadio, c'est qu'il ne s'agit pas simplement que d'aller à l'école, à l'occidental ou peu importe. Et voilà. Il y a tout un pan de la jeunesse qui est également concerné. Et c'est là que j'en viens à ma troisième étape, et qui est plus ou moins le troisième défi. C'est que, bon, si on a failli quelque part à garder ces jeunes à l'école, sous-entendu l'aspect occidental de la question, à l'école, au collège, puis au lycée, c'est parce que ça se fait par étapes, ou pour ceux qui n'y seraient pas intéressés, qui ne seraient tout simplement pas intéressés par ce modèle d'études-là, il y a l'autre versant de l'éducation qui est la formation. Parce que de mon point de vue, en fait, éduquer, c'est préparer à, c'est former à. Donc, ce n'est pas forcément que je veux dire, avoir de bonnes notes, aller à l'occidental, je me répète, mais je me permets d'insister, mais c'est véritablement préparer ces jeunes à 3 points de suspension et puis charge à vous de compléter la suite. À créer, je ne sais pas, à faire des meubles, à être de plus en plus entreprenant, à conquérir des marchés, mais véritablement les préparer. Donc, en fait, on voit bien, si on ne conçoit pas la chose que sous l'angle occidental et de l'éducation, c'est-à-dire aller à l'école, on voit bien qu'il s'agit en vrai d'une mission tant des gouvernements, du secteur privé, mais de la société elle-même. Parce qu'en fait, c'est un travail qui doit être collectif et il ne faut pas tout simplement être dans une posture attentiste c'est le gouvernement qui doit faire, on doit attendre du gouvernement qu'il fasse. Il y a d'autres façons, en fait, puisqu'il s'agit là véritablement de former les jeunes et de leur donner des perspectives. En fait, c'est une mission qui revient quasiment à tout le monde. Et donc, c'est là que j'en viens à plus ou moins à fournir une première réponse, une tentative de réponse en tout cas, à la question au constat comme quoi la jeunesse africaine qui devrait être le moteur du développement, on devient le problème. Véritablement, en fait, cette jeunesse n'est pas le problème. Elle n'est carrément pas le problème. Elle a un problème. Et elle n'est pas le problème et c'est mal situé les responsabilités que de considérer que cette jeunesse-là est le problème. Le constat est banal et c'est tout simplement, en fait, c'est bête et méchant, mais cette jeunesse
je ne dirais pas, parce que je ne l'infantiliserai pas au point de dire qu'elle est en manque de repères et qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle sait très bien ce qu'elle veut. La jeunesse africaine est une jeunesse qui sait très bien ce qu'elle veut. Les jeunes qui traînent, par exemple, dans la rue au Sénégal, qui chôment ou qui n'ont pas de travail, ce n'est pas leur choix. Chacun d'entre nous et chaque jeune, s'il n'était que de son ressort, aurait un travail parce qu'on sait très bien comment nos sociétés sont configurées et que très généralement, il y a d'autres charges qui sont derrière. Et surtout, il y a une notion qui rentre peut-être beaucoup moins en compte dans d'autres circonstances sociales, mais banalement, en fait, dans nos sociétés, ces jeunes veulent ce qu'on appelle au Sénégal teral, c'est véritablement donner à leurs parents, être la fierté de leurs parents. Donc, véritablement, on sait très bien que si un jeune africain traîne dans la rue ou bien n'a pas de travail ou ne sait pas et en manque de perspective, voire est en total désespoir, ce n'est absolument pas parce qu'il l'a voulu. Chacun d'entre nous aimerait bien travailler, avoir des ressources, répondre à certaines charges, etc., etc. Donc, véritablement, ce qu'on constate, c'est que là, le système éducatif a un mal parce qu'il n'est pas pensé. Bon, enfin, je n'ai pas non plus je ne veux pas être trop prétentieuse, mais véritablement, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que constamment, nos politiques éducatives sont improvisées. Donc, premièrement, ce qu'il faudrait peut-être, c'est de former et adapter l'offre aux évolutions et aux demandes du marché, ne plus s'enfermer et s'enliser dans des formats trop classiques, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, le droit. Je n'ai aucun problème contre les juristes, je suis moi-même juriste, mais véritablement sortir des sentiers battus. L'éducation, ce n'est pas seulement mettre plus ou moins les conditions pour ceux qui font du droit, ceux qui font des finances, ceux qui font de l'économie, mais il y a des besoins qui sont là. Nous avons un marché qui a certaines demandes. Donc, véritablement, ce qu'il faudrait, c'est former ces gens-là à répondre à ces besoins et ne pas juste s'enliser dans des voies plus ou moins tout tracées quand c'est possible pour eux de tout simplement de pouvoir recourir à ces voies-là. Donc ça, ce serait premièrement peut-être un début de réponse, sachant que si je prends là encore l'exemple du Sénégal que je connais, nous avons le plan Sénégal émergent qui a été impulsé par le gouvernement et par le président actuel qui est Macky Sall. Donc, véritablement, ce qu'on voit avec ce plan, c'est qu'il y a des secteurs qui sont là et qui demandent et qui ont véritablement, enfin, qui ont une véritable demande, c'est-à-dire c'est peut-être l'industrie minière, on a le secteur du pétrole qui est un peu balbutiant, le génie civil, le génie métallurgique, l'agrobusiness, l'économie numérique, mais véritablement, il y a des domaines qui sont là et qui sont un véritable marché, mais qui ne sont pas, comment le dire, c'est-à-dire la vague d'étudiants, et là encore on passe au langue de l'étudiant et de ceux qui ont fait des études, mais de toute façon il y a tant du besoin d'un point de vue des cadres que du point de vue de la main-d'œuvre dure. Donc ce qu'on voit, c'est que l'offre n'est pas forcément adaptée pour répondre à cela. Donc pour le moment, si je prends l'exemple du secteur pétrolier, qui est totalement balbutiant au Sénégal, il y en avait déjà, mais là, on commence véritablement à en faire une industrie en tant que telle. On est obligé d'aller chercher la main-d'œuvre à côté, pas totalement à côté, mais au Ghana, par exemple, qui a beaucoup plus d'expertise dans ce domaine-là. Donc, premièrement, former et adapter l'offre aux évolutions et aux demandes. Deuxièmement, décentraliser l'offre de formation. On ne me reproche pas, on ne m'en voudra pas de rester encore sur le terrain du Sénégal, mais c'est vraiment empirique et de toute façon, je pense que c'est plus ou moins applicable à d'autres pays. Décentraliser l'offre de formation. Ce qu'on constate, c'est que le Sénégal, c'est Dakar quasiment. C'est Saint-Louis, c'est la région de Thiès, c'est les grandes villes où il y a cette prétention-là des grandes villes qui ont les universités, où il y a un flux vers ces universités, même s'il y a un effort de créer d'autres universités dans les régions. J'en viens au deuxième point, c'est qu'on ne décentralise pas la qualité de l'offre de la formation. Donc moi, en tant que jeune, même si j'ai une université dans ma région vers laquelle je pourrais me tourner, j'aurais tendance à peut-être vouloir aller à Dakar.
sachant qu'à Dakar, il n'y a pas forcément les conditions ne sont pas forcément là. Il y a la question de l'hébergement, il y a tout un tas de problèmes en fait qui suivent et que les États, je pense, pour le moment, ne peuvent pas prendre en charge. Donc ça, ce serait peut-être une troisième solution, ce serait décentraliser la qualité. Donc quatrième, ce serait gérer les flux. Pour rester toujours au Sénégal, là, on a, par exemple, entre 2012 et 2018, on est passé de 90 000 étudiants à 190 000 et poussières, mais vraiment à 190 000. Donc, on voit bien l'évolution en à peine 6 ans. Donc, la question, c'est comment, parce que c'est presque de la digestion, c'est comment la société et le marché digèrent ce flux de jeunes qui rentrent dans les universités et qui sortent des universités. Donc, véritablement, il y a cette question, il y a la question de comment on traite. Et c'est là que tous ensemble, société, gouvernement, secteur public, secteur privé, mais véritablement qu'on doit penser les solutions. Donc, voilà. Donc, je pense que véritablement, il y a également quelque chose, c'est qu'une société, pour moi, tout simplement, qui faillit, en fait, qui n'arrive pas à faire espérer ces jeunes, est une société qui a failli. Et nous sommes précisément dans cette faillite-là. C'est-à-dire que nos jeunes n'espèrent plus. Et si nos jeunes n'espèrent plus et n'ont plus de perspective, tant du point de vue de la carrière, c'est-à-dire ceux qui sont partis à l'université, qui ont fait l'école à l'occidental, ou bien qui n'ont tout simplement pas de formation et qui ne sont pas récupérés par ceux qui sont en charge, société, gouvernement, secteur privé, c'est la rue qui les récupère. Et c'est la mère éventuellement également qui les récupère. Donc ces jeunes, ils iront là où ils pensent avoir des rêves, pouvoir concrétiser les rêves. Je veux dire, c'est totalement humain que de voir, de vouloir s'accrocher à cette petite chose, à cette petite lueur qui pourra nous faire tenir. Et ce rêve-là, s'ils ne l'ont pas, s'ils n'ont pas la possibilité et s'ils n'ont pas le lieu, la configuration pour le faire dans leur espace, ils le chercheront ailleurs et ils le créeront ailleurs. C'est purement imaginaire. Donc je ne sais pas, je pense que j'ai suffisamment parlé. On aura peut-être l'occasion de revenir sur d'autres points, notamment sur le fait que la question éducative, donc pensée angle formation, doit également vue par les États, et là je parle strictement des États, sous un angle stratégique. Et c'est également une question de compétitivité à l'international. Là, on s'est plus appesanti sur l'aspect territorial et de nos pays à l'intérieur. Mais il faut également traiter la question et la percevoir sous l'angle compétitivité, souveraineté, être beaucoup plus offensif. On m'excusera les termes un peu militaires, mais être beaucoup plus offensif et voir la question sous l'angle stratégique véritablement. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Aram, pour cette belle intervention. Vous avez bien répondu à la question par affirmatif qu'il y a vraiment un lien de causalité entre l'éducation et le développement. Et vous avez relevé deux problèmes et vous avez donné également une solution que je résumerai en un seul point. Vous avez tout d'abord parlé du fait que nos systèmes éducatifs ne sont pas du tout libres de ce qui se passe ailleurs, pour ne pas dire qu'il n'y a pas suffisamment de démocratisation du système scolaire. Également, vous avez également parlé du fait que il ne faut pas forcément penser uniquement à l'éducation, dans la mesure où, qui parle d'éducation, il faut également parler de formation. Je vous rejoins sur ce point, dans la mesure où, qui parle d'éducation, parle de savoir-être et savoir-vivre, parce que l'éducation, c'est tout d'abord à la maison, après à l'école. Bon, chez nous au Sénégal, cher Aram, c'est pas également l'école française, mais il y a également l'école coranique, les daras, comme on le dit chez nous. C'est tout un système qui doit être imprégné sur les valeurs locales, pour ne pas dire les valeurs nationales. Autrement, nous avons tendance, comme vous l'avez dit, à vouloir plaire. Vouloir plaire, pourquoi? Parce que nous sommes toujours sur des chiffres. Bon, voilà,
on part sur des politiques ciblées avec des taux de tant pour cent par année, tant pour cent par année. Et vous avez également souligné le fait qu'il n'y a pas de suivi qui prévoit le décrochage. Et ce qui, aujourd'hui, est un problème. Vous avez dit également que la jeunesse africaine n'est pas un problème, mais elle a un problème. Si aujourd'hui, ils n'ont pas un bon système éducatif ou bien ils ne travaillent pas pour contribuer au développement des pays africains, c'est parce qu'il n'y a pas de politique qui répond aux besoins de l'Afrique, si je peux le dire comme ça. Vous avez également donné une solution et que je résumerai, beaucoup de solutions que je résumerai en un seul point, qui est le fait d'adapter les politiques éducatives au secteur prometteur de développement. Merci beaucoup, Aram. Nous allons à présent passer la parole à Cédric, fondateur de l'association 50 Afrique Média, qui va intervenir tout d'abord sur 3 points. C'est tout d'abord comment l'éducation peut-elle impacter le développement. Il va également répondre à la question que tout le monde a répondu. Est-ce que la jeunesse africaine est un problème ou bien un moteur de développement? Et pour finir, nous allons passer la parole à Joe Kerby, qui va également intervenir sur 3 points. Cédric, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie déjà pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, effectivement, pour le premier point, pour savoir si l'éducation est le socle du développement, je dirais oui. L'éducation est en effet le capital, on va dire le socle du développement. On n'a qu'à prendre, nous aimerons dans notre think tank 50 Afrique élaborer des modèles sur ce qui existe déjà. On n'a qu'à prendre des faits de comparaison. On a parlé du Sénégal tout à l'heure. Dans les années 1960, le Sénégal et la Corée du Sud ils avaient quasiment le même PIB. C'est des pays qui étaient comparables en termes de population et en termes de superficie. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. La Corée du Sud est top numéro 20, donc top 15 mondial. Le Sénégal a encore du chemin à faire. La grosse différence entre les deux, tout simplement, c'est que la Corée du Sud a misé énormément sur le capital humain, énormément sur l'éducation. Vous pouvez le voir dans différents journaux, ils attribuent plus de 25%, 30% de leur budget à l'éducation. Il y a plusieurs points qui font que ce modèle réussit. Je vais d'abord donner des résultats. C'est que le taux d'alphabétisation en Corée du Sud atteint les 99,9% en règle générale et 96% pour les femmes aussi et 99,2% pour les hommes. Donc, c'est vraiment un des pays les plus avancés en termes d'éducation. Les ménages investissent 18 milliards de dollars en éducation privée en Corée du Sud. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est la 15e ou la 11e puissance mondiale, avec un PIB de 1 500 milliards de dollars et un PIB par tête de 39 000 dollars, 40 000 dollars. C'est autant que l'Italie et l'Espagne. Donc, clairement, c'est un pays qui manquait de ressources naturelles. Ils se sont dit qu'on va tout miser sur l'éducation de la population. Un exemple pour ceux qui ne sont pas spécialistes en finance, en économie, c'est les gadgets comme les Samsung ou bien les Hyundai, ça vient de la Corée du Sud, un tout petit pays qui produit des champions mondiaux. Donc, forcément, à la base, c'est l'éducation et la formation qui est à la base de tout ça. Mais maintenant, on va revenir en Afrique. L'exemple le plus palpable, c'est l'Éthiopie. Dans les années 90, l'Éthiopie était caractérisée par sa main-d'œuvre agricole, mais aussi par des conflits politiques. Mais aujourd'hui, on voit qu'en Éthiopie, il y a un grand nombre la classe moyenne franchit vraiment un gap. Il y a un grand nombre de millionnaires, par exemple. Et surtout, il y a une forte industrialisation de l'économie éthiopienne. Pourquoi je parle d'industrialisation? Parce qu'il y a un lien entre éducation, formation, travail et richesse, et donc croissance, et donc emploi. Donc, je dirais que typiquement, dans les années 90 et 2000, l'Éthiopie a misé
à peu près le même chiffre que la Corée du Sud, 25% de son budget à la création des universités. C'est passé d'une université à 26 universités aujourd'hui. Donc, ils ont essayé de créer une force vive, en fait, de main-d'œuvre. C'est pour ça que beaucoup, en fait, de main-d'œuvre d'autres pays se trouvent en Éthiopie. Ils ont créé une force de main-d'œuvre dans tous les secteurs, dans les secteurs industriels, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs numériques, dans les secteurs, dans quasiment, avec 20 universités, je pense qu'on a de quoi, en fait, enrichir en fait l'économie d'une entreprise. Donc, pour répondre à ces questions, effectivement, l'éducation et la formation, il faut le dire, la formation aussi est importante parce qu'il faut faire quand même la différence entre l'éducation et la formation sur les socles du développement. La formation doit être améliorée dans le sens où, par exemple, en Afrique, dans les technologies de l'information, dans l'ingénierie, de ce qu'on appelle STEM, ça ne représente que 3% de la formation. La population de ces secteurs ne représente que 3% de la population universitaire. Donc, comme le disait madame, ma collègue précédente, ma panéliste précédente, il y a une inégalité de l'offre et de la demande. Donc, il faut vraiment encore former en fait des jeunes sur ces problématiques du numérique et aussi en agricole. Parce que vraiment, dans le secteur agricole, Dieu sait que typiquement 60% des terres africaines ne sont pas encore exploitées. Donc, il faut former encore des jeunes sur ces thématiques où on doit encore exploiter les 60% des terres à être exploitées. Donc, former des jeunes sur ces thématiques. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que la jeunesse africaine est à la fois en fait un problème ou pas? Je dirais qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est à la fois une bombe à retardement et aussi et peut être un accélérateur du changement, une force vive de changement, de développement de l'Afrique. Je m'explique. Une bombe à retardement, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est typiquement par sa taille, par sa croissance, par aussi en fait l'inégalité entre l'emploi et la formation. Le taux de chômage qui est élevé chez les jeunes, ça peut atteindre 60%, le taux de chômage chez les jeunes atteint 60%. Et surtout, on remarque pourquoi il y a un taux de chômage qui est aussi élevé, c'est que selon la BAD, c'est qu'en règle générale, chaque année aujourd'hui, entre 10 et 13 millions de jeunes entrent dans le marché du travail, pour seulement 3 millions d'emplois dans le secteur formel. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, en fait. Donc, il faut créer des mécanismes pour réduire le chômage, par exemple l'entrepreneuriat. On va revenir peut-être sur les recommandations qu'on a pensées par rapport à améliorer l'éducation en Afrique et dans nos pays en règle générale. Donc, effectivement, la jeunesse africaine a à faire attention, pas sa taille, pas son dynamisme, mais aussi par son manque de repères. C'est-à-dire que ce n'est pas sa faute si elle n'a pas de travail. Elle est soit pas forcément éduquée, soit pas forcément formée, soit il n'y a pas assez d'emplois pour elle. Donc, du coup, elle manque de repères et du coup, elle peut être vraiment une véritable bombe à retardement. Et pourtant, c'est la première force vive. Je ne vois pas un pays ou un État ou une nation qui ne s'est pas formé avec sa jeunesse dans le monde. Je ne parle pas de l'Afrique, mais je dis dans le monde. C'est la jeunesse qui est le levier de transformation de tout pays en règle générale. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est à voir parce que nous avons des défis à relever. En 2030, il y aura 30 millions de jeunes sur le marché du travail. Et j'espère que les pouvoirs privés, publics et tout le monde, les citoyens, comprendront que c'est important de tenir compte de la jeunesse et de former nos jeunes. Maintenant, pour revenir sur les recommandations, effectivement, nous nous sommes forcément inspirés des modèles asiatiques, des dragons asiatiques tels que la Corée du Sud et Singapour, qui sont vraiment ceux qui sont passés par l'émergence et qui sont aujourd'hui des pays en développement. Donc, nous avons pensé, par exemple, qu'en Corée du Sud, ils ont vraiment un système de bac national qu'on appelle le Sunen, où dès le primaire, ils font ce qu'on appelle des cours du soir de 18h à 22h pour préparer les jeunes sur différentes formations classiques, c'est-à-dire mathématiques, littéraires et autres, et pour préparer le Sunen. Le Sunen, c'est le bac, c'est typiquement l'examen le plus important de l'année, où les pouvoirs publics décident de permettre aux parents de passer d'avoir 1 heure de retard pour pouvoir accompagner les progénitures, et où la police et la gendarmerie accompagnent généralement en fait
les enfants pour aller affronter le bac sud-coréen. Donc, comment nous avons constitué nos recommandations? Nous sommes inspirés des modèles singapouriens et sud-coréens, mais avec nos racines africaines. Je parlais tout à l'heure, la première chose qui est la plus importante, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Qu'on le veuille ou pas, même si on a autant d'universités, avec la taille, la démographie de nos jeunes, la taille de la population qui ne fait qu'augmenter, il n'y aura peut-être pas assez de place pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas trouver de l'emploi? C'est créer son propre emploi. Donc, il faudrait que dans le système scolaire, dès la base, dès le primaire, il faut inculquer les bases de l'entrepreneuriat. Ça peut être pas des jeux, pas des thématiques des jeux, des jeux très simples pour les enfants, des études de cas très simples pour les enfants pour qu'ils aient déjà en fait cette mentalité d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, en plus de résoudre le problème du travail, crée de la richesse et donc contribue au développement et à la croissance de notre pays. Donc, l'entrepreneuriat est vraiment, est-ce que nous pensons qu'il doit être incorporé dans les recommandations. Maintenant, il y a les budgets alloués à l'éducation. En général, nous avons remarqué que ce soit dans les pays, les dragons asiatiques ou dans les pays qui ont bien fonctionné, les budgets alloués à l'éducation sont autour de 25-20%. Donc, nous conseillons généralement au pouvoir privé et au pouvoir public de mettre des budgets autour de 25%, comme c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire, ou une accélération de l'éducation en Côte d'Ivoire, un peu trop même, où ils mettent en fait 25% de leur budget alloué à l'éducation. Donc, les administrations africaines peuvent dédier 25% de leur budget à l'instruction, à l'enseignement et à l'éducation de la population. Maintenant, il y a bien sûr les questions de langue. Il faudrait aussi mettre des langues africaines comme langue nationale. Dans les pays où on a deux langues, où on a des langues, on va dire dominantes, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile à implémenter. Par exemple, au Rwanda, il y a le Swahili ou en RDC, le Lingala. Mais dans les pays comme le mien, par exemple, où je suis originaire du Cameroun, il y a plus de 200 ethnies et 200 langues. Ou en autre, je pense que peut-être il faudrait faire des regroupements de langues et utiliser le modèle sud-africain où ils ont mis 12 langues nationales, 12 langues locales comme 12 langues nationales en fait. Donc, dans les pays où il y a vraiment une multiplicité de langues, par exemple 200, il faudrait les réduire par exemple une dizaine de langues locales principales et les implémenter typiquement, les implémenter du coup. Après, je dirais que je pense qu'il faut aussi mettre du leadership éthique, parce que le leadership éthique, de l'excellence, de leadership éthique, parce que les jeunes qu'on forme sont censés occuper des positions dans le secteur privé, dans le secteur public. Donc, il faut qu'ils aient des notions de bonne gouvernance, de l'excellence, et que je pense que s'ils sont bien formés en termes de leadership, en développement personnel en leadership, notre continent ne pourra que mieux se porter. Voilà dans les différents 3 points, que ce soit sur le point de vue sur l'éducation comme vecteur socle de développement, la jeunesse africaine et les recommandations du think tank. Donc voilà. Et encore, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Cédric, pour votre intervention. Nous avons bien compris, vous avez répondu par affirmative également sur le fait que l'éducation est bien en lien avec le développement. Vous avez bien affirmé ce lien de causalité entre l'éducation et le développement. Et vous avez commencé tout d'abord par une comparaison de la Corée du Sud et le Sénégal, qui était à un moment donné sur le même pied vis-à-vis du développement. Et à un moment donné, comme vous l'avez expliqué, la Corée du Sud a misé beaucoup sur le capital humain, qui est aujourd'hui vraiment en avance par rapport au Sénégal, qui a encore du chemin à faire. Vous avez également montré les problèmes sur le fait que l'inégalité de l'offre et de la demande est encore là. Bon, Aram a également donné quelques éléments sur ce fait-là. Vous avez également donné comme
comme solution, de miser beaucoup plus sur l'éducation et la formation technologique. Et vous avez également parlé du fait que nos États doivent allouer beaucoup plus de budget sur la formation et l'éducation. Vous avez également parlé de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut une formation, une éducation qui permet à une personne de le faire également. Vous avez également parlé de la promotion des langues nationales dans tous les pays, bon, même si parfois ce n'est pas aussi évident. Et enfin, vous avez appuyé sur un point vraiment intéressant qui est celui des valeurs cardinales, bon, de l'éthique, de la déontologie. Vous avez un peu montré quel modèle de jeunes nous devons avoir pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup, Cédric. Nous allons à présent passer la parole à Joe Kirby, qui est, comme on l'a dit dès l'entame de cette conférence, qui est diplômée en aménagement du territoire et développement régional, qui est fondatrice de la structure Une fille en sac. Bon, je pense que ça rentre également dans le cadre de l'entrepreneuriat, de la vie associative, qui peut également participer à la conscientisation de la jeunesse africaine, également avoir l'esprit du travail. Nous allons passer la parole à Joe Kirby, qui va intervenir sur 3 points également et qui va répondre à la question de savoir, bon, la question que tout le monde a répondu. D'abord, la question de savoir si la jeunesse africaine est-elle un moteur ou bien un problème vis-à-vis du développement. Quel est un système éducatif viable pour le développement de l'Afrique? Il va répondre à cette question également. Et enfin, il va venir sur les recommandations à faire, ses propositions. Et nous allons passer à quelques minutes de questions-réponses s'il y a des intervenants qui sont là, qui nous suivent via Zoom, via Facebook, qui peuvent poser des questions. Si c'est des questions ciblées à une personne, on aura quand même quelques questions et des réponses après l'intervention de Joe Kirby. Joe Kirby, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Encore une fois, merci à la GEP de nous accueillir ce matin. Donc, je vais baser mon propos en 2 temps. Donc, la première question est quand même une question qui m'a poussée à vraiment réfléchir, notamment sur la jeunesse et développement. Donc, l'économiste que je suis est répartie à ses bases. Quand on parle de développement, la meilleure mesure qui existe, en tout cas à ce jour, la mesure la plus utilisée est celle de l'IDH. Quand on s'appuie sur l'IDH, on voit qu'on parle généralement de l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation et le revenu par habitant. Ce sur quoi je vais vraiment m'appuyer, c'est vraiment le taux d'alphabétisation. Quand on regarde en Afrique, on compte généralement dans les pays africains 40 à 50% encore de la population qui est analphabète ou qui a dû quitter le système scolaire assez rapidement. Le deuxième constat, qui est assez effroyable, c'est qu'on est l'Afrique a la population la plus jeune, en tout cas la tranche de 15 à 24 ans, les plus jeunes appartient à l'Afrique. Et quand on regarde juste les infos, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'un continent qui possède le plus grand taux de jeunesse, cette jeunesse qui est censée impliquer un espoir, peut être un potentiel frein? C'est quelque chose, moi, déjà de prime abord, avant d'y aller dans les théories et les explications, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors, la première des choses, l'accès à l'éducation. Comment ça se fait? Qui a accès à l'éducation? Quand on regarde, par exemple, en Occident où on est, l'école primaire est quasiment gratuite pour tout le monde. Dans nos pays, on n'est même pas encore rendu là. C'est-à-dire, l'éducation est peut-être payante, mais l'éducation n'est pas encore démocratisée. Il y a encore des gens qui pensent que l'éducation n'est pas importante. Il y a encore des personnes qui pensent que les filles, par exemple, ne doivent pas aller à l'école. Donc, déjà, il y a un problème qui se pose ici. Ensuite, le revenu, c'est bien beau de vouloir dire oui et envoyons nos enfants à l'école, mais
on ne peut pas blâmer toutes ces personnes qui ont le choix entre utiliser 100 francs pour manger, utiliser 100 francs pour payer un stylo. Donc, oui, il va falloir mettre de l'accent sur l'éducation, mais il va falloir mettre également de l'accent à ce que cette éducation amène un certain revenu pour ne pas que les mêmes causes recréent les mêmes effets. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe en Afrique. Puis le troisième constat, c'est qu'il y a vraiment une jeunesse potentielle, mais malheureusement, la jeunesse s'enfuit. Il y a une fuite des cerveaux. Il y a énormément de jeunes. Si vous regardez, par exemple, au Canada où je vis, les personnes inscrites au 2e et 3e cycle, donc maîtrise et doctorant, ce sont des jeunes issus de l'Afrique généralement. Et ces personnes-là, très peu, peut-être 20%, décident de rentrer dans le pays. Qu'est-ce qui est fait? Quand j'ai regardé un petit peu quels sont les pays, les moyens, les politiques qui sont mis en place, en fait, les pays qui mettent en place des politiques pour justement ramener tous ces cerveaux-là à revenir en Afrique, les 2 exemples que j'ai vraiment pu sortir, c'est d'abord le Rwanda, qui met en place des politiques justement pour, à la fin, non seulement ils mettent des politiques, mais vous avez des membres du gouvernement, des personnes qui viennent faire des recrutements à même les universités, leur proposer leur proposer les débouchés possibles au sein de leur entreprise. Et une fois sur place, par exemple au Kenya, les jeunes sont acceptés. Je fais ce propos, pourquoi? Parce que, par exemple, originaire de la Centrafrique, et j'imagine que c'est le cas dans d'autres pays africains, la place n'est pas laissée à la jeunesse. Donc, c'est bien beau que la jeunesse aille étudier, c'est beau que la jeunesse aille prendre les formations qu'il faut, mais s'il n'y a pas de place, s'ils ne sont pas acceptés au sein des entreprises, on reste au même statu quo. Donc ça, c'est le dernier constat que je voulais faire avant d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Notre système éducatif. C'est sûr que l'Afrique francophone détient son système éducatif malheureusement du système colonial. Donc, on a une éducation traditionnelle, on va à l'école pour apprendre le français, l'histoire, les mathématiques. Et quand vous demandez généralement, en tout cas encore beaucoup, quand on demande à des jeunes qu'est-ce que vous voulez faire, ça va être du droit, ça va être de la médecine, ça va être de l'économie. Malheureusement, nos pays, on a comme tous mes collègues ont pu le dire, on a énormément de ressources naturelles. Mais si tout le monde devient économiste, si tout le monde devient banquier, qui va installer les routes, qui va travailler l'électricité, qui va travailler la production? L'accent devrait être mis sur les réels besoins, en fait. Quand je prends, par exemple, prenons l'exemple, par exemple, de la Silicon Valley en Californie, c'est une zone industrielle. Donc, quand vous allez étudier là-bas, le système éducatif est fait de telle sorte que vous allez devenir le meilleur analyste informatique qui soit. Il faudrait qu'en Afrique, on songe à mettre ce genre de système en place. C'est-à-dire que si dans cette région, on est plus basé, notre force est l'agriculture ou qu'on a des terres fertiles, il faudrait mettre en place un système éducatif, des formations qui permettent justement de sortir agronome, d'avoir le minimum de connaissances sur les cultures, sur les terres, etc. Parce que clairement, on a utilisé ce système et ce système, on est à 60 ans, je pense, la majorité des pays africains sont à 60 ans post-indépendance. Et on a vu que le système colonial, ce n'est pas quelque chose qui nous réussit. Donc, il serait temps qu'on commence à adapter nos systèmes éducatifs à notre réalité. La jeune urbaniste que je suis a envie de dire qu'on ne connaît pas notre histoire. Parce qu'il faudrait, par exemple, que dans le système éducatif, on accorde une plus grande place à l'histoire et que l'histoire qui est enseignée soit une histoire qui correspond vraiment à notre continent, à notre réalité. Parce que l'histoire, des cours comme l'histoire, comme la géographie, ce sont des cours qui vont permettre de mieux comprendre les dynamiques de nos pays et justement être plus fort et plus performant en termes de recherche et développement et en termes d'innovation.
Parce que si on continue à se baser sur un système qui continue à donner des informations sur le monde occidental et venir les appliquer en Afrique, c'est juste pas possible. On avait cette discussion en début, juste avant de lancer le Zoom, où on disait que ce qui va marcher, ce qui est prometteur en Afrique, ce sont tout ce qui est, toutes les, comment ça s'appelle, tous les projets bottom-up. Il est temps, en fait, d'avoir des politiques, d'avoir des stratégies qui viennent du bas vers le haut, qui s'adaptent, en fait, aux réalités qu'on a. Donc, donc d'abord, cette restructuration au niveau du système éducatif. Ensuite, notre éducation en Afrique, elle est aussi traditionnelle. Donc, on accorde énormément de place à cet univers magique, au sacré de la vieillesse. Plus on est vieilli, donc la vieillesse est donc synonyme de sagesse. Eh bien, il faut travailler aussi sur cette mentalité. Effectivement, vieillesse peut être associée à sagesse, mais il y a aussi un travail à faire au niveau des parents. Il y a encore des parents qui trouvent que envoyer leur enfant à l'école, ce n'est pas important. Mais si le gouvernement met en place le gouvernement aura beau mettre en place des politiques pour mettre l'école gratuite pour tous les enfants de 0 à 12 ans, mais si les parents n'y voient pas l'utilité, on ne va pas pouvoir avancer. Quand je parle de changement de mentalité, l'époque où on disait que la plomberie, c'est pour les hommes et la cuisine pour les femmes, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut travailler. Il faut vraiment qu'on démocratise l'éducation, mais à tous les niveaux. Permettre à une fille de pouvoir devenir ingénieure si c'est son rêve. Parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est encore connu ou qu'on voit et qui est véhiculé dans nos structures. On a également un problème au niveau du marché du travail. Donc, oui, s'éduquer, mais il faut qu'il y ait une certaine expérience qui est valable, parce que sinon, si on arrive et que, quand je parle en fait, il faudrait une adéquation avec les réalités du terrain, parce que si moi, je suis urbaniste et que les informations que j'ai sont basées sur un plan cadastral de 1960. On est en 2020. Ça veut dire que peu importe les analyses que je vais faire, elles seront faussées parce qu'elles ne s'adaptent pas aux réalités du terrain. Donc, et pour ça, il va falloir aussi miser sur la formation continue de nos enseignants, parce que nous, on pense que oui, en Afrique, on a comme cette prétention de dire que le professeur c'est vrai que la place occupée par le professeur est vraiment une place, il est limite vénérée. Mais nos professeurs, on ne finit jamais d'apprendre. Il va falloir mettre également l'accent sur les connaissances de ces professeurs-là, parce que pendant que nous, on est en train en Afrique, on n'a pas juste notre retard à rattraper, parce que déjà, on a 60 ans de retard. Il faut aussi qu'on pense, on ait une longueur d'avance. Et pour pouvoir avoir cette longueur d'avance, ça va aussi passer par un développement, une remise à niveau 1, puis aussi s'assurer qu'on travaille en continu, et avec les parents et avec les professeurs surtout, pour s'assurer qu'on est vraiment des personnes qui soient dédiées à la recherche et le développement. C'est quelque chose qui n'est pas assez, c'est quelque chose sur lequel on ne mise pas encore assez en Afrique, sauf que donc il faudrait mettre en place des incubateurs, mettre en place des groupes en fait qui permettraient de comprendre déjà, des groupes de discussion pour comprendre quelles sont les difficultés, par exemple, des professeurs. Puis ensuite, s'échanger des idées, juste avoir ce genre d'incubateur-là, ce serait déjà ça permettrait une grande différence au niveau justement des connaissances et des compétences de nos enseignants. Donc, si j'avais 3 recommandations à faire, parce que mes collègues ont fait de très belles recommandations que j'approuve tout à fait, je dirais que la première, ce serait vraiment de
restructurer le système éducatif, avoir un système éducatif qui s'adapte beaucoup plus à nos réalités. Donc, un système éducatif qui permettrait à la fois d'avoir une éducation de base, donc ça veut dire permettre à tout le monde de pouvoir au moins lire et écrire pour justement pouvoir communiquer le plus facilement possible avec son interlocuteur, mais aussi un système éducatif qui offre plus de choix, des choix qui se reposent vraiment sur les besoins du pays. Donc, des choix qui vont orienter vers l'agriculture, qui vont s'orienter vers l'hydrologie, donc tout ce qui est génie, en fait, sur l'urbanisme et toutes ces sciences, en fait, qui ne sont pas encore assez mises de l'avant sur les territoires et qui sont pourtant très, très importantes. On va également parler en termes de gouvernance parce qu'il faut des politiques, mais il faut des politiques qui s'adaptent à nos réalités, puis s'assurer aussi que les personnes qui gèrent ces politiques soient des personnes qui comprennent les réels besoins des populations pour lesquelles elles travaillent. Puis un système de gouvernance, comme je disais tout à l'heure, qui soit beaucoup plus bottom-up. Parce que attendre que tout vienne de l'État ou que tout vienne d'en haut, ça ne changera pas plus les choses. On l'a vu, ça fait 60 ans que c'est comme ça, puis que ça n'avance pas. Puis la dernière recommandation, ça va vraiment être d'axer, en fait, beaucoup plus de miser sur la recherche et le développement afin de pouvoir avoir de meilleures innovations sur le continent. Voilà. Merci beaucoup, Joe Kirby, pour cette intervention. Nous avons retenu beaucoup de choses. Vous êtes tout d'abord parti sur des constats, sur des constats, à savoir que la jeunesse africaine, le continent africain est le continent le plus jeune du monde, on peut le dire comme ça, et également sur le taux d'analphabétisation au niveau des différents pays. Vous avez également fait le constat sur la problématique de l'emploi. Les jeunes, ils sont là, ils n'ont rien à faire. Vous avez posé la question de savoir, dans nos pays, qui a accès à l'éducation, qui a vraiment accès à l'éducation. Vous avez montrer quelque part le fait que l'éducation est très chère dans nos pays. Bon, comparé à d'autres pays, bon, pas les États-Unis ou bien le Canada peut-être, comme la France, le modèle qui est beaucoup plus transporté chez nous, où l'éducation est quasi gratuite. Vous avez également posé la problématique de la mentalité, que moi, je renvoie plus à la ruralité africaine. Bon, par exemple, au Sénégal, nous avons toujours des mentalités comme ça, où pour une famille, leur fils ne doit pas faire l'école française ou bien des choses pareilles. C'est vraiment les constats que nous voyons tous, c'est les réalités de tous les jours. Et vous vous êtes penché également sur le fait d'adapter un système d'éducation, un système éducatif qui est vraiment viable pour nos régions, nos territoires, nos pays. Vous avez également parlé du fait que le système éducatif doit être basé sur le potentiel des régions. Par exemple, nous savons, par exemple, au Sénégal, où je maîtrise beaucoup, où le nord, à savoir la région de Saint-Louis, est une région où il y a beaucoup plus d'eau, là où l'agriculture peut vraiment marcher. Pourquoi pas mettre en quelque sorte des universités, des écoles qui sont vraiment orientées vers l'agriculture et vers la transformation des produits. Je pense que c'est un constat également qui peut-être ne prête pas nos dirigeants ne prêtent pas l'attention à ça. Bon, même s'il y a des choses qui sont quand même faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous avez également parlé du fait que le modèle colonial a montré ses limites. Il faut que nous puissions aujourd'hui prendre en main notre destin et mettre en place, comme on l'a dit tout à l'heure, des politiques éducatives qui sont adaptées à nos réalités.
Concernant également les solutions, vous avez parlé de la démocratisation de l'éducation. Vous avez également donné un exemple vraiment concret du fait qu'on doit sortir de la mentalité du métier fait pour. Bon, voilà, ça, c'est les métiers de maçonnerie. Bon, voilà, c'est fait pour les hommes. Tout ce qui est mécanique, bon, c'est pour les hommes. Et sortir de cette mentalité-là pour démocratiser l'éducation et pour dire, franchement, tout métier, et on peut le faire, un homme peut le faire comme une femme peut le faire. Vous avez également parlé de la mise à jour des données scientifiques. Après, je pense que ça, c'est plutôt une perspective à long terme. Une fois que la jeunesse est instruite et qu'on a des diplômes dans certains domaines, pour l'appliquer dans nos pays, il faut une mise à jour des données. Parce que, comme vous l'avez montré, comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que parfois, on est très en avance par rapport à ce qui se passe, à ce qui s'enseigne dans les universités, un peu partout, et l'application dans nos pays. Il y a une grande différence entre ce que nous, aujourd'hui, nous avons comme matière première et ce qui se fait aujourd'hui dans les administrations ou bien dans des entreprises qui sont basées dans nos pays. Je pense qu'on a fait le tour. Et là, pour rappeler aux internautes qui nous regardent, nous étions en train de débattre sur la problématique de l'éducation et du développement. La thématique était le rôle de l'éducation dans le développement des pays africains. On a dit autrement l'impact de l'éducation sur le développement africain. Et l'objectif était de montrer un lien de causalité entre l'éducation et le développement. Et je pense que la finalité était également de mettre des propositions, des recommandations sur les politiques publiques qui sont respectivement mises dans nos pays, et également montrer comment est-ce que l'éducation peut impacter le développement. Bon, je pense que nous avons fait le tour. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon, nous allons ouvrir la parole au public qui va poser des questions. Et si jamais la question concerne Joe ou bien concerne Sadio, que cela se dit comme ça, la personne répond directement. Moi, j'aurais juste peut-être quelque chose à rajouter parce que je suis d'accord sur toute la ligne sur ce qui a été dit. Mais particulièrement Cédric, parce que je ne voulais pas empiéter sur le temps avant l'intervention de Joe, si je me permets. Mais juste sur l'intervention de Cédric, en fait, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faille de l'entrepreneuriat. Je suis véritablement, je pense que, je l'ai dit tantôt, que la bonne posture n'est pas forcément, n'est certainement pas d'ailleurs, celle de l'attentisme, où on se pose, on attend tout de l'État omnipotent, bien, enfin, providentiel qui donne, et voilà. Absolument pas. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faille de l'entrepreneuriat, mais après, toute la question qui vient et qui se pose derrière, c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre, c'est que ceux qui veulent véritablement entreprendre, ils se tournent vers qui? Il y en a qui se débrouillent très bien, mais véritablement avec 15 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, 50 000, à la hauteur de leurs moyens, voire plus. Mais il y a véritablement la question du financement de l'entrepreneuriat. Et sur ce point précis, même si les jeunes veulent entreprendre, parce qu'on l'a dit, ils sont créatifs, ils en veulent véritablement, mais s'ils ne savent pas vers qui se tourner et où trouver les fonds, comment trouver les fonds et à quel intérêt, parce qu'on ne le dit pas forcément, mais les banques, par exemple, au Sénégal en tout cas, prêtent, mais véritablement à des taux, et on ne comprend pas. Et donc, il y a la question derrière cette question du financement, de qui prend le risque. C'est qui garantit. Donc, véritablement, c'est tout un écosystème, et c'est pourquoi c'est d'autant plus, ce sera d'autant plus important que l'État, la société, mais véritablement c'est une notion vague, mais disons le grand ensemble, la masse sociale, et le secteur privé, y compris les banques, puissent travailler main à main pour trouver une solution.
Parce que, on parlait de la question de l'éducation. Là, on parle précisément de la question de l'entrepreneuriat et des débouchés une fois qu'on sort du système et qu'on a été formé, on a été éduqué, on a fait l'école, mais véritablement qui finance. Ça, c'est une réelle question. Et les États gagneraient tout avec le tissu économique en général. Ils gagneraient tout à se poser autour d'une table et à dire, bon, facilitons à nos jeunes, aux gens qui veulent entreprendre les process. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter sur ce point. Merci beaucoup, Aram. Je pense que je vais rebondir sur ce que Aram vient de dire parce que je suis d'accord avec elle, mais pas tout à fait, dans la mesure où je pars du principe, comme on le disait dès le début, que les jeunes Africains sont des débrouillards, c'est-à-dire qu'ils entreprennent déjà, même s'ils n'en ont pas conscience. Parce que celui qui va avoir son petit kiosque avec une pompe pour gonfler les roues des vélos, ou celui qui va vendre son pain devant les écoles ou je ne sais où ailleurs, c'est des gens qui entreprennent déjà. Donc, je pense qu'il faudrait, encore une fois, comme le disait Joe Kirby, c'est d'adapter. Parce que si vous arrivez et que vous leur parlez d'entrepreneuriat avec de grands mots, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça? Qu'est-ce qu'ils vont retenir des techniques d'entrepreneuriat, de marketing, de merchandising et autres? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi adapter peut-être l'entrepreneuriat, entre guillemets, avec ce qui se fait déjà et plutôt soutenir ces jeunes-là? Pas forcément par de l'entrepreneuriat, mais plutôt vraiment financier. Moi, je pense à l'aspect totalement financier. Donc, c'est vrai qu'il faut se baser sur l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il ne faudrait pas forcément exclure le fait que des jeunes entreprennent déjà et comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces jeunes dans ce qu'ils entreprennent déjà. Parce qu'ils n'en ont peut-être pas forcément conscience. Eux, ils doivent vivre, ils font ce qu'ils peuvent faire, mais finalement, la survie, c'est de l'entrepreneuriat. Je suis totalement d'accord et c'est une belle formule. Mais c'est surtout parce que là, on était surtout en train de parler de ce qui pourrait ce qui pourrait mener vers le développement. Donc, encore une fois, on ne saurait nier le fait que les jeunes entreprennent déjà et ils font à la hauteur de leurs moyens. Ils font avec les moyens du bord. C'est comme ce que tu as dit, le jeune qui se crée son business, qui essaie de se débrouiller. Mais justement, le but serait de passer de cet état de survie où le jeune est s'invente le quotidien jour après jour, mais il le voit pas forcément sur le long terme. Mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose qui produise de la richesse. Donc là où je parle de financement, c'est-à-dire que ce jeune que tu as mentionné et qui a son petit business, mais mon ambition pour ce jeune, c'est véritablement qu'il puisse passer de ce business-là, donc de cette survie, où il essaie d'inventer avec les moyens du bord et qu'il passe tout cela à une entreprise qui embauche, qui pourrait me prendre, je suis preneuse parce que le but, c'est de rentrer également. Donc, véritablement, c'est ça. Donc, ce n'est pas de nier la qualité d'entrepreneur de ces jeunes et qui sont 1000 fois plus courageux que moi et je peux me permettre de le dire que je suis peut-être dans une position beaucoup plus confortable qui permet un discours peut-être prétentieux ou que sais-je, mais l'idée, c'est que ce jeune puisse passer de ça à trouver peut-être ces 2 millions, ces 3 millions, ces 4 millions, ces 10 millions auprès d'une banque qui puisse lui permettre de développer son business de sorte à créer encore plus de richesse. Or, ce jeune, s'il veut se débrouiller, si jamais il veut améliorer son business, il sera obligé tout simplement encore d'être dans la débrouillardise et de s'inventer son futur lui-même sans aide ni de l'État ni du secteur privé, parce qu'encore une fois, les banques prêtent à des taux, mais totalement faux. Donc, voilà. Ouais. Mais sinon, on est totalement d'accord sur la ligne, je pense. Si je peux me permettre un petit ajout, parce que ça a été le sujet de ma maîtrise, en fait, j'ai travaillé sur la mise en place d'un potentiel écosystème au Bénin autour des eaux usées. Et un des constats, en fait, les constats que vous avez mis sont les premières hypothèses sur lesquelles on avait bâti justement notre réflexion. Et ce qui a été au ressortir, en fait, c'est qu'il y a les deux principaux problèmes, c'est qu'effectivement, la question de financement, les banques sont prêtes à donner, mais donnent à ceux qui ont déjà de l'argent. Puis la deuxième des choses, c'est que l'État, il n'y a rien qui est mis en place en fait par l'État pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, il faudrait mettre en place des politiques publiques
qui permettrait, donc, puisque ici, donc ça ferait en sorte que l'État serait garant, en fait, pour ces jeunes, et ça faciliterait peut-être un peu plus, justement, ces banques-là, les banques à mettre en place comment ça s'appelle, des solutions de financement à des taux d'intérêt beaucoup plus abordables, justement, pour ces entrepreneurs. Donc, voilà, c'était quelques points. Merci beaucoup. Je vois quelques intervenants, à savoir Gorelo Ousmane Diouf, qui est un ami, un docteur en géomatique et enseignant à l'Université d'Orléans. Si vous avez quelque chose à dire, il y a Sherif Sow aussi. Il y a pas mal de gens qui sont là. Si vous avez des questions ou bien si vous voulez intervenir, la ligne est vraiment ouverte. Et Cédric, si tu as quelque chose également à rajouter à propos de l'entrepreneuriat, moi, à mon avis… Oui. Oui, effectivement, pour les sources de financement, c'est vrai que la problématique de financement est toujours une problématique très complexe, en particulier pour les entrepreneurs en particulier pour les jeunes entrepreneurs. Après, je sais qu'il y a des structures d'accompagnement qui essaient de financer des entrepreneurs. Il y a même des méthodes 2.0 de financement, par exemple, comme le financement participatif, le crowdfunding. Là, il faut vraiment utiliser des techniques vraiment de marketing et de levée de fonds pour pouvoir en fait faire de la levée de fonds. Il y a des clubs de business angels un peu partout qui sont un peu créés, un peu comme AfriLabs, des entrepreneurs qui essaient d'aider les jeunes entrepreneurs. À défaut de compter que sur les banques. Mais effectivement, les banques prennent des taux extrêmement très élevés en Afrique, et généralement avec des garanties que n'ont pas les jeunes entrepreneurs. J'ai eu moi-même l'occasion d'accompagner certains entrepreneurs un peu plus tôt, et j'ai vu que typiquement les solutions de financement pour les jeunes entrepreneurs, c'est vraiment ce type de plateforme de crowdfunding ou de la love money, pas des business angels qui comprennent la problématique, par exemple, de l'économie numérique, eux-mêmes étant passés par ce genre de circuit. Donc voilà à peu près. Allô? Oui, il y a peut-être les questions, non, je ne suis pas Il y a des sûre. questions, je vois des questions sur plein de questions sur le fil des conversations. Je ne sais pas si je peux vous les transmettre. La première question que je vois, c'est comment financer l'éducation par les dépenses publiques, donc par la dette ou les impôts. Donc, ensuite, il y a une question sur que pensez-vous des écoles privées en Afrique? Est-ce qu'elles accentuent les inégalités sociales? Je ne sais pas, quelqu'un veut se lancer? Moi, très honnêtement, sur la question du financement, je pense que je suis peut-être plus inspirée pour répondre à l'autre question. Que pensez-vous des écoles privées en Afrique? Mais très sérieusement, sur la question du financement de l'éducation, on en revient au propos de départ qui est que l'éducation n'est pas que la charge de l'État. L'État, oui, mais il y a également tout un pan du secteur privé. Donc, pourquoi les dépenses publiques? Et en fait, si on veut, les écoles privées, et là, pour le coup, il y a un lien entre ces deux questions, c'est que les écoles privées peuvent véritablement être des relais à l'État, à l'action publique, et que ça peut être une partie des solutions et une partie de ceux qui peuvent créer ces perspectives-là et d'autres lieux de connaissances, de formation et d'autres perspectives. Donc, comment financer l'éducation? Certainement pas que des dépenses publiques, parce que de toute façon, c'est une de leurs prérogatives et qu'ils en ont l'obligation. Que fait un État s'il n'est véritablement pas capable de créer des lieux de développement, des lieux de recherche, des lieux de quête de connaissances à ses citoyens? Mais donc ça, c'est une part de la réponse, mais ce n'est pas qu'à l'État, encore une fois, de financer, de trouver en tout cas une voie et des solutions à l'éducation. Donc sur ce plan des dépenses publiques, oui, mais pas que. Les écoles privées seront là pour créer d'autres voies.
Justement, sur le financement de l'éducation, je pense que plutôt le financement des frais de scolarité des écoles. Il y a des modèles qui existent, des modèles assez originaux. C'est typiquement permettre à l'élève de faire tout son cursus au sein de l'école. Et après, une fois il trouve du travail, prend un pourcentage de son salaire pour pouvoir rembourser en fait sa formation. Ça existe en Afrique du Sud ou je crois aussi en Côte d'Ivoire avec certaines structures. Et donc, c'est des modèles assez intéressants, mais c'est des modèles qui se basent sur le fait qu'il faut avoir un taux de placement forcément des élèves et des étudiants. Et d'où on revient encore à la même problématique, au même cercle. Est-ce que, euh, est-ce qu'il faut peut-être miser sur comprendre ou bien approfondir l'idée de l'inéquation entre la formation des jeunes et les besoins du marché? Donc, ce modèle marche bien pour l'instant. Et après, il y a du classique, il y a forcément de la dette. Si c'est l'éducation, on a parlé tout à l'heure d'un budget de 25% pour allouer en fait à l'éducation en Afrique, typiquement par l'Éthiopie et la Corée du Sud. Tout ça vient des financements, des différents financements de l'État, que ce soit par la dette, que ce soit par la levée obligataire sur les eurobonds ou autres, ou en monnaie locale, que ce soit avec des organismes d'institutions et financement ou les clubs bilatéraux, unilatéraux. Donc, voilà. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur c'est typiquement le financement sur l'éducation, entre autres, quoi. Donc, voilà. Si je peux rajouter un point à ce que Cédric vient de dire, par exemple, au Canada, et puis ça, c'est un exemple qui est inspiré en fait du transport scolaire. Le transport scolaire, en fait, chaque enfant ici au Canada, comment ça fonctionne, c'est que l'enfant va à l'école le plus proche de son quartier. Donc, s'il habite dans le quartier A, puis il y a une école au quartier B, on s'attend à ce que l'enfant aille à l'école au quartier A. Il faut vraiment démontrer, si jamais vous voulez inscrire votre enfant au quartier B, il faut démontrer qu'il y a une importance majeure, sinon, ce n'est pas le cas. Donc, en se basant, par exemple, sur l'exemple du transport scolaire, c'est vraiment les taxes que tous les habitants du quartier payent qui aident justement à payer le transport scolaire. Donc, c'est calculé au prorata des enfants qui habitent dans la zone. Donc, c'est peut-être un modèle sur lequel on pourrait se baser pour le système éducatif, donc y aller justement avec les taxes, donc les taxes peut-être à l'habitation que l'État prélève, le calculer au prorata pour les enfants. Mais si on fait ça, il faudrait d'abord qu'il y ait une politique qui établisse clairement de quel âge à quel âge on considère que l'école est obligatoire pour ne pas que ce fardeau-là pèse uniquement sur l'école. Parce que je pars du principe que l'école, au moins la base pour permettre à tout le monde d'écrire, de pouvoir lire, pour pouvoir mieux communiquer, c'est une bonne chose. Ensuite, plus loin, c'est un choix parce que justement, juste que tout vienne du haut, ça peut juste plus marcher comme ça. Et ça permet également de répondre à la deuxième question de savoir l'importance des écoles privées. En fait, on peut pas, chacun y va en fonction de ses besoins, puis on peut pas empêcher un parent qui a les moyens de vouloir inscrire ses enfants dans les écoles privées. Et puis, il nous faut des écoles privées parce que si vous regardez un petit peu à l'étranger ce qui se fait, c'est dans ces écoles privées-là qu'on va chercher beaucoup plus des formations techniques. C'est comme ça, si vous remarquez, les écoles privées, quand je pense par exemple à New Tech Institute dans le cadre de la Centrafrique, c'est une école privée qui permet de se former en gestion et en comptabilité. Ce que ne fait pas nécessairement un système public, puisque le système public a pour vocation d'offrir une éducation de base à tout le monde. Si je peux juste rebondir sur ce point, je vous prie de m'excuser. Mais sur la partie école privée, je suis totalement d'accord avec le propos. Juste sur la question de comment financer, vous allez croire que je suis obsédée par l'argent. Ce n'est pas, si c'est le cas. Mais c'est juste, en fait, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que dans une société, après, bon, c'est peut-être influencé par un tas de facteurs, mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faille financer, cofinancer, en fait, et qu'il faille prélever quelque part l'argent. La question étant, c'est quoi ce quelque part? Tout à l'heure, on parlait d'adapter nos modèles à nos réalités. Tout simplement, en fait, si je prends un pays comme le Sénégal, la majeure partie des taxes vient des entreprises.
c'est pas comme en France où c'est l'impôt sur le revenu, oui, mais dans un pays où beaucoup de jeunes et une grande part de la population chôme, n'est pas active, aller chercher de l'argent sur les revenus. Il y a tout un secteur informel donc qui échappe plus ou moins à ces choses, à moins que ce soit véritablement une entreprise bien constituée, et auquel cas il y aura les impositions sur les entreprises. Donc, véritablement, en fait, oui, taxer, moi, je suis totalement d'accord avec le principe de cofinancer et taxer des gens. Je suis tentée de dire taxer les riches, mais bon, n'attaquons personne. Mais c'est quelque part, en fait, qui pose problème. Juste, par exemple, si je prends l'exemple, parce que tu l'as mentionné, si je peux me permettre de te tutoyer, tu l'as mentionné, Joe, le fait qu'il faille peut-être faire une taxation. Je suis totalement consciente que c'est juste des débuts de réponses et que ce ne sont pas des réponses qui sont totalement figées. Mais la réalité est que la réalité occidentale qui permet de taxer, par exemple, en France, la surface de l'habitation, ce n'est pas la même réalité, d'autant plus que si on prend des facteurs anthropologiques et sociologiques dans nos pays africains, on a un autre rapport à la propriété et le principe du consentement à l'impôt ne touchait pas à la terre de l'Africain. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec le principe, mais ça demande peut-être une autre réflexion pour savoir qui on taxe, comment on taxe, à quelle hauteur, à quelle fréquence, etc. Donc, c'était juste sur ce point. Sinon, il y a une autre question, si je peux me permettre. Ça concerne l'entrepreneuriat. Alors, ça vient de Chérif. Il dit que le principal obstacle des jeunes entrepreneurs est que la plupart des activités sont informelles. Donc, pour obtenir des prêts, une aide financière, pour présenter des entreprises à des investisseurs potentiels, l'entreprise doit être formelle. Il demande quelles sont les mesures nécessaires pour aider les personnes dans ces situations. Donc, ceux qui sont dans le secteur informel, de pouvoir avoir recours au financement, sachant que le but, c'est de les mettre, le but, c'est que l'entreprise soit dans le secteur formel. Donc, voilà. Il voudrait avoir quelles sont les mesures, Pardon? Je suis désolé, je n'avais pas le son depuis tout à l'heure. Je pense que je parlais dans le vide. Et je voulais reporter cette question de Chérif So. Je pense que la question va un peu à Aram, qui nous parlait des financements des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Et il y a aussi une autre question, je pense que ça concerne Joe Kirby, qui nous a parlé de la promotion des langues nationales. Il y a M. Ousmane Diouf également qui a posé une question relative à cela, il nous a posé la question de savoir quelle est la stratégie que nous devons mettre en place pour avoir une langue commune, vu les rivalités dans certaines régions et tout, quelle est la stratégie à mettre en place. Je vous laisse répondre à ces deux questions. Et à la question à propos des écoles privées aussi, je ne sais pas, Cédric, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Si les écoles privées en Afrique, elles accentuent. Oui, je pense que les écoles privées ont leur rôle à jouer dans l'éducation en Afrique. Comme l'a dit mes autres panélistes, elles contribuent aussi, les écoles contribuent aussi à la formation des métiers dont on a besoin, c'est-à-dire les métiers techniques, où il faut de la demande, parce qu'aujourd'hui, avec la 4e révolution industrielle et donc de l'industrialisation de l'Afrique, il faut forcément des jeunes dans les métiers de l'industrie de l'agriculture. Et forcément, en plus de répondre à ce besoin aussi, vu qu'elles sont privées, normalement, vu qu'elles sont privées, il y a aussi un gage de qui est en fait qui est présente. Et donc, une gage de qualité, et peut-être avec des partenariats, et vu le coût, c'est aussi un gage de placement, une garantie de placement des élèves, si c'est dans le cas des écoles universitaires, des élèves suite à leur formation. Donc, il y en a au Gabon, il y en a au Cameroun qui sont sur ce modèle. Et de toute manière, je pense, quelle que soit l'école, le public ou le important pour répondre à la politique de développement, c'est le placement des élèves ou des étudiants, l'accès à l'emploi. Pour moi, c'est le plus important.
Oui, sur ce point, je vais juste rebondir. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui au Sénégal à propos des écoles privées. Je sais que c'est vraiment important d'avoir des écoles privées et il arrive même que l'État oriente des bacheliers dans les écoles privées. Mais il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu vas voir un étudiant faire 3 ans d'études et il a des problèmes pour obtenir son diplôme, faute de paiement de l'État. Et il y a également un autre problème qui se pose. C'est l'État qui attribue, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, c'est l'État qui attribue les autorisations d'enseigner à toutes les écoles privées. Et à un moment donné, une fois qu'un étudiant obtient un diplôme au niveau d'une école privée et qui a envie de travailler dans le public, dans la fonction publique, on lui demande à un moment donné une authentification du diplôme, que le diplôme n'est pas reconnu. Par exemple, vous, Cédric, vous avez fait un Master 2 en finance publique dans une école privée. Ce n'est pas toutes les écoles qui ne sont pas reconnues, mais la plupart. Vous avez eu un Master 2 en finance dans une école privée et que vous postulez pour un poste dans la fonction publique. Imaginez que vous voyez rétrograder à un bac. Je pense que c'est également pas du tout correct, c'est pas du tout normal. Et il y a aussi un manque d'honnêteté des écoles privées aussi qui se passe aussi au Sénégal dans certaines écoles. Parce qu'il y a cette reconnaissance du CAMES pour les écoles privées. Vous verrez une école où il y a un seul master qui est reconnu par le CAMES et l'école, pour faire sa promotion, vous dira que toutes les formations sont reconnues par le CAMES. Et je me dis, à un moment donné, obtenir là-bas un master ou bien une licence ne sert à rien. Parce que quand on parle d'éducation et de développement, je fais ce lien entre le fait d'étudier et de trouver un emploi ou bien d'investir dans un domaine bien déterminé ou bien d'entreprendre dans un domaine bien déterminé pour participer au développement. Et ça cause problème. Je ne sais pas s'il y a des expériences là-bas dans d'autres pays, à savoir la Centrafrique, le Cameroun, mais chez nous, quand même, c'est une réalité. Je pense que c'est un problème. Si je peux me permettre, je crois qu'à un moment, il faut qu'on se... Parce qu'en filigrane, tout ce qui se dit et toutes les questions, mais véritablement que ce soit notre thème d'aujourd'hui ou d'autres thèmes, à un moment, il faut qu'on se pose et qu'on se demande quel modèle de société tout simplement on veut. On ne réfléchit pas forcément assez à cette question, je pense. Bon, faudrait peut-être que j'arrête de bouger ma main comme ça. On ne réfléchit pas suffisamment à cette question, je crois. C'est qu'à un moment, il faut qu'on se pose et qu'on se demande, qu'on fasse des états généraux, genre la France à telle époque, mais véritablement qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut en tant que société, en tant que corps social, mais véritablement corps au sens littéral, main, pied, tête, où est-ce qu'on veut aller? Cette question, on ne se la pose pas souvent. Et ça, je dis cela parce que, Souleymane, ce que tu disais tout à l'heure, la question, la problématique des écoles privées qui sont totalement vulgarisées et totalement incontrôlées par l'État. À un moment, l'État a un rôle. Et dans notre société, telle qu'on a décidé, telle qu'on l'a hérité en tout cas, l'État a un rôle. Et ce rôle, c'est d'agir quand il faut. Donc ça, c'est à côté, c'est sur d'autres points. Et véritablement de contrôler. C'est comme un père de famille ou comme l'esprit machiste totalement rétrogradé qu'on avait des hommes. À un moment, il faut que ça contrôle en fait. Il faut que quelqu'un contrôle les choses. Je suis totalement contre le fait que les écoles privées exploitent les opportunités et les faibles esprits, ou bien même pas les faibles esprits, en fait. Je retire mon propos parce que ce n'est pas des faibles esprits, c'est juste des gens qui sont là en quête de perspective, qui cherchent une formation, qui cherchent quelque part, enfin, tout simplement, qui cherchent des voies. Donc, on ne peut pas forcément en vouloir aux écoles privées, quoique ce n'est pas forcément, ce n'est ni de bonne foi, ni souhaitable, ni fait, ni à faire. Et que ces écoles privées exploitent la situation des gens et elles auront tendance à le faire et ça va s'accroître tant que l'État ne prendra pas ses responsabilités. Donc ça, c'est un point. Et de l'autre côté, en fait, on parlait tout à l'heure des inégalités sociales, du fait que les écoles privées, la réalité, c'est qu'elles sont des relais. Mais il faut également s'interroger sur ce que ça dit de notre action publique et sur ce que ça dit de nous. L'État a failli à assurer à ces jeunes la formation de base et
le minimum, vraiment le minimum qu'il devrait. Et c'est ce que Joe disait tout à l'heure, c'est que tout simplement l'État a failli et qu'il ne parvient plus à assurer le minimum. Et là, on parle véritablement du minimum. On ne parle même pas encore de la qualité ni rien, mais véritablement du minimum, c'est-à-dire l'accès, ne serait-ce que cela. Et l'État faillit, donc il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y ait d'autres lieux et qu'il y ait d'autres espaces où cela se cherche, où cela se trouve quelquefois, mais où cela est souvent exploité. C'est triste, mais... Merci beaucoup, Aram. J'aimerais rebondir aussi. Je vais peut-être rebondir sur ce que Aram disait, que je trouve très intéressant, c'est sur quel type de société on veut. Dernièrement, dans mes recherches, je travaillais sur le concept de bienveillance et d'état bienveillant. Qu'est-ce qu'un État bienveillant et qu'est-ce que l'État fait pour sa population et qui ne soit pas un État qui fait de toutes ces thématiques et de tous les sujets que l'État va traiter un système de contrôle. La bienveillance de l'État, je pense que c'est aussi dans ce que disait Aram, c'est aussi leur honnêteté et leur volonté finalement de faire de ces jeunes des leaders de demain. Parce que s'ils n'investissent pas dessus, je pense que c'est assez grotesque de fustiger finalement ces jeunes-là de leur manque d'entrepreneurship et de tout ça. Je pense que quand on parle des écoles privées aussi, c'est des gens qui ont les moyens qui montent ces écoles privées-là. Je veux dire, c'est qu'ils ont le moyen de le faire. Pourquoi ils n'investissent pas dans quelque chose de concret plutôt que de monter de fausses écoles privées qui finalement vont faire perdre du temps à des jeunes qui ne seront pas reconnus sur le marché du travail. D'un autre côté, je ne veux pas non plus critiquer toutes les écoles privées parce que moi, j'ai évolué dans un système éducatif privé et je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas forcément évolué dans ce système-là. C'est vrai que ça reste une école française, mais quand on prend certains pays et qu'on voit que l'offre d'éducation n'est pas à la hauteur finalement, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont les moyens de pouvoir étudier? C'est-à-dire que je ne pense pas, et je rebondis sur l'autre question qui est est-ce que les écoles privées sont vectrices d'inégalité? C'est que d'un côté, on ne peut pas en vouloir aux personnes, comme le disait, je ne sais plus si c'est Joe, d'avoir assez de moyens d'aller dans des écoles privées. Je ne pense pas que ce soit la question que ça crée des inégalités, mais ça montre surtout que s'il y a des écoles privées comme ça où des personnes peuvent aller, qu'est-ce que le système public offre finalement? C'est ça la question. Pourquoi les écoles privées ne fonctionnent pas? Vous prenez, moi je prends l'exemple en France, toutes les universités sont publiques. Il y a beaucoup d'écoles publiques, de très grandes écoles qui sont publiques, sélectives certes, mais publiques. Ça veut dire qu'il y a des États qui arrivent à faire du public la norme de qualité. Ce n'est pas toutes les écoles privées qui sont de qualité. Il y a de très bonnes écoles publiques, il y a de très bonnes universités publiques. C'est à l'État de former les enseignants finalement, parce que qui enseigne, c'est des gens qui sont aussi passés par ce même système-là. Donc, si les enseignants ne sont pas bons ou qu'il n'y a pas assez d'enseignants, c'est que le système éducatif, comme le disait Aram, a failli de toute façon. Si vous n'avez pas de bons professeurs, vous n'aurez pas de bons élèves. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Sadio. Vous allez juste se répondre pour les deux personnes qui ont parlé sur la promotion des langues nationales, à savoir Sadio, je pense que c'était toi et Joe aussi qui en a parlé. J'aimerais bien que vous répondiez à la question de M. Diouf qui nous demande quelle stratégie mettre en place pour avoir une langue commune au niveau des pays. Vu la diversité que nous avons, vu les rivalités ethniques que nous avons, quelle est aujourd'hui la stratégie à mettre en place pour réussir cette langue commune au niveau des pays? Vous pouvez répondre, Sadio, et passer la parole à Joe aussi. Et il nous reste à peu près 10 minutes pour finir. Et comme ça, on va clôturer. Je ne pense pas que j'avais évoqué ça, mais certainement que mes collègues l'ont fait. Je pense que ce serait pas quelque chose de faisable, du moins maintenant. Quand on part du principe où les systèmes éducatifs sont déjà inexistants, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'allier plusieurs pays ou des aires géographiques à se mettre ensemble pour faire un système éducatif. On l'a vu avec la monnaie, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'un système éducatif fonctionnerait au niveau de la langue. Je pense que c'est Cédric qui le disait, qu'il faudrait peut-être réduire à un nombre de langues
qui deviendrait officielle et qu'à ce moment-là, tout le monde s'y ferait. Les enfants de 0 ou de 3 à 9 ans, ils peuvent apprendre énormément de langues. Et le problème, je pense que c'est Joe qui le soulevait, c'est qu'on n'apprend pas des choses sur l'Afrique, on n'apprend pas des choses sur notre pays et sur les pays dans lesquels on évolue. Je veux dire, quand on fait l'école, on apprend la géographie d'autres pays. Mais comment est-ce qu'on connaît notre propre pays? Est-ce qu'on apprend les langues de nos pays? Est-ce qu'on apprend l'histoire de nos pays? Je pense que c'est surtout ça. C'est ancrer finalement les étudiants et les élèves dans leur sphère et zone géographique, si c'est là qu'ils doivent évoluer. Ça ne sert à rien d'apprendre à des élèves où se trouve la Seine s'ils ne vont jamais mettre les pieds en France pour y étudier. Ça ne sert à rien de leur apprendre dans les livres que le système économique, c'est un système économique issu de la France, issu des États-Unis, de la triade et je ne sais quoi. Si ça ne leur servira pas, il faut leur faire des choses qui leur serviront. Et c'est vrai que la langue peut poser problème, mais encore une fois, l'alphabétisation et la langue, l'apprentissage de la langue, c'est dès petit, c'est dès la maternelle qu'on le fait et dès la maison. Si à la maison, on parle une langue, rien n'empêche d'en apprendre une autre à l'école, d'en apprendre plusieurs autres à l'école. On a appris l'anglais, on a appris l'espagnol. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est des choses qui sont faisables. Mais imaginer et penser un système éducatif, je prends un exemple tout bête à l'échelle de la CEMAC, par exemple. Pour moi, ce serait encore un échec, mais vraiment cuisant, parce que ce n'est pas possible. Il suffit de voir déjà comment les diplômes sont reconnus individuellement à l'échelle des pays. Et quand je dis reconnus, c'est à l'étranger. Si vous prenez un étudiant qui a fait 5 ans d'université en Centrafrique, qui arrive en France, il va recommencer, peut-être même qu'il reprendra en première année de licence. Donc, il faudrait repenser déjà notre propre système éducatif. Et à partir du moment où on arrive à une certaine stabilité, peut-être penser des trucs comme des échanges universitaires, des échanges, ce genre de choses. Mais je pense que c'est un beau rêve, certes, faisable un jour, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit envisageable. Oui, je suis d'accord avec vous, avec toi, Sadio, dans la mesure où nous avons dans certains pays beaucoup de langues nationales, mais aussi, Cédric l'a bien mentionné, il y en a qui sont reconnus parce que qui sont même enseignés à l'université. Bon, au Sénégal, par exemple, je ne veux pas dire des bêtises, c'est soit 6 ou 8 qui sont reconnus par la Constitution, qui sont enseignés à l'université. Mais la promotion des langues nationales, si nous-mêmes, nous ne voulons pas cette promotion, comment est-ce qu'on va y arriver? Je vais te donner juste un exemple banal. Moi, je suis Peul, je comprends le Pulaar, qui est ma langue maternelle, je comprends le Wolof, qui est une des langues nationales. Si aujourd'hui, on me trouve en train de parler en Wolof avec quelqu'un d'autre, la personne va te dire pourquoi tu ne parles pas en Diola, pourquoi tu ne parles pas, ou bien je suis en train de parler en Pulaar, et une personne va te dire pourquoi tu ne parles pas en Wolof. Et du coup, déjà là, si on n'encourage pas le fait que les langues nationales soient parlées, je ne pense pas qu'on va arriver à un moment donné à une langue commune. Et je ne sais pas qui d'autre avait... Alors, ouais, je voulais rebondir par rapport à ça. Une langue nationale, ça dépasse le système éducatif. Une langue nationale, ça fait partie de l'identité culturelle. Donc, déjà, quand on parle de langue nationale, ça veut dire que c'est une norme qui a été approuvée par l'État. C'est quoi les langues nationales? Parce qu'il faut faire la différence entre une langue nationale et un dialecte. Parce qu'on peut avoir une centaine de dialectes par pays, mais il faut comprendre c'est quoi nos langues nationales. Quand je prends l'exemple, par exemple, de la Centrafrique, nous, notre langue, on a 2 langues nationales. C'est le sango ou le français. Donc, je pars du principe que dans un pays comme la Centrafrique, parce que tout le monde comprend, je ne parle pas de parler, mais au moins comprend, parce que dans n'importe quelle province où tu te déplaces en Centrafrique, tu vas au moins comprendre le sango. Les familles mettent vraiment l'accent dessus. Depuis qu'on est petit, on nous dit, il faut que même si tu ne parles pas sango, il faut que tu comprennes, parce que pour nous, s'il y a un étranger, il faut qu'on puisse te faire passer le message. Donc, vous comprenez que c'est une question culturelle. Donc, c'est logiquement, dans la prochaine étape pour l'État centrafricain, c'est de s'assurer que les études soient autant divulguées en français qu'en sango. Mais dans un pays, par exemple, dans le Cameroun, où il n'y a pas de langue, il n'y a pas de dialecte qui est reconnu comme langue nationale, ça n'a pas, le débat n'a pas sa place, en fait. Il faut vraiment mettre les choses, il faut que nos raisonnements suivent vraiment avec notre réalité. On ne peut pas juste dire, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui vienne de Bamenda
nous parle un dialecte qui vient de Bafoussam. C'est juste pas logique. C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui a grandi toute sa vie en parlant espagnol de vous parler allemand. Pourquoi vous voulez lui imposer ça? Choisissons nos batailles, puis allons-y avec les batailles qui en valent vraiment la peine. Si vous me dites qu'on est dans la région du Nord, assurons-nous qu'à ce moment-là, vu qu'au Nord, tout le monde parle Peul, et qu'il faut que la langue nationale au Sénégal, c'est, je ne sais pas, c'est le Wolof ou le français, assurons-nous qu'on divulgue les notions en Peul et en Wolof, parce que cette personne, quand elle va sortir de la région du Nord, elle va se retrouver au centre du Sénégal, et il va falloir qu'elle s'exprime en Wolof ou en français. C'est la même chose pour nous quand moi j'ai quitté la Centrafrique, que je voulais aller à Londres. C'était pas aux gens qui étaient à Londres d'apprendre le sango, ça ne se fait pas. C'était à moi d'apprendre l'anglais. Donc, c'est comme ça qu'il faut vraiment, faut qu'on arrête aussi de vouloir fustiger tout le monde et de trouver comment ça s'appelle, des coupables à tout prix. Au bout d'un moment, il faut que l'Africain prenne ses responsabilités. On a trop été dans une politique de on dort et puis l'État nous jette tout par terre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on veut des choses, déjà demandant des choses qui ont du sens, puis les choses qui ont du sens, allons-y vraiment avec ce qu'on a, choisissons notre bataille en fait, parce que de dire qu'on veut imposer des langues à tout le monde, ça n'a juste pas de sens. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faudrait mettre l'accent sur l'histoire. Parce que si nos histoires, on les connaissait, si on valorisait l'anthropologie, et ben déjà nos langues, nos dialectes seraient déjà un peu plus valorisés par nos parents qui l'enseigneraient déjà à nos enfants et qui nous-mêmes l'enseigneraient à nos enfants. Mais on ne peut pas imposer ça à l'État, si déjà même dans nos structures traditionnelles, on ne le fait pas. Merci beaucoup, Jo. Juste pour préciser, au Sénégal, nous parlons de langue officielle, qui est le français, et les langues nationales, qui sont 6, qui sont reconnues par l'État par un décret présidentiel de 1971. Et pour cela, bon, on peut dire alors que les langues coloniales une langue coloniale dans un pays est un mal nécessaire, comme disait l'autre. Alors, au moins, on a une langue sur laquelle tout le monde est d'accord, qu'on parle dans les bureaux, avec laquelle on étudie. Et je pense que c'est également une ouverture vers les autres horizons, à savoir, bon, voilà, dans ce monde de mondialisation. Et puis voilà. Et je pense qu'on a fait le tour et il nous reste à peu près 2 à 3 minutes pour finir. Et Sadio devait nous quitter plus tôt que prévu. Je ne sais pas s'il est toujours là. Sadio. Donc, je pense que je vais vous remercier pour l'invitation. Oui. Et ce fut très instructif. Je pense que c'est intéressant de voir des jeunes entrepreneuses, des jeunes cadres dynamiques qui sont là et qui peuvent discuter de ces questions-là. Donc, merci pour l'opportunité. Donc, j'espère que j'ai apporté quand même ma toute petite contribution au sujet. Mais voilà, je vous remercie pour vos interventions. Merci beaucoup. Intéressant. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous cette conférence. Nous allons passer la parole également à Ram pour le mot de la fin. Moi aussi, écoutez, je remercie l'AGEP de l'invitation. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. En fait, on est entré, on a ouvert toute une boîte qui pourrait aller jusqu'à très loin. Moi, je suis totalement d'accord avec Jo lorsqu'elle dit que choisissons nos combats. Bon, ça, c'est un autre sujet, sinon on passerait la nuit ici, je vous assure. Je vous remercie tout simplement. Et encore, juste peut-être un mot de la fin, ce serait de concevoir je ne l'ai pas forcément développé, mais de concevoir la politique éducative sous l'angle stratégique. On est en 2020, presque en 2021, il faut que les États africains pensent de plus en plus, soient de plus en plus offensifs, soient de plus en plus stratèges et qu'ils osent véritablement inventer les destins de leur propre pays. Et à ce titre, l'éducation pour un continent qui est aussi jeune que le nôtre, c'est totalement insensé de ne pas penser l'éducation sous l'angle stratégique. Parce que ce sera un élément clé dans les années à venir. On a suffisamment été dépendants, suffisamment été aliénés, on va dire, entre guillemets. Il est plus que temps que les États pensent de plus en plus de façon stratège et qu'ils
anticipe ce qui arrive devant nous et qui sera énormément déterminant et structurant pour nous. Merci beaucoup, Aram. C'est gentil également, ce fut un plaisir. On est tous les deux Sénégalais et on se connaît via cette association. Ça fait également plaisir, l'association des jeunes économistes du Bénin. Et je pense qu'on pourra garder contact plus tard pour d'autres projets pour le Sénégal. Merci beaucoup, Aram. Je vais passer à présent la parole à Cédric, le fondateur de 50 Afrique Média, pour le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait un plaisir d'échanger autour de l'éducation qui est un sujet très sensible et qui, pour moi, est un moteur de développement de nos nations africaines, pour toutes les raisons qu'on a citées aujourd'hui et pour toutes les finalités. Je remercie aussi les autres panélistes aussi pour les échanges aussi qui ont été très constructifs et j'ai beaucoup appris auprès de vous. J'espère pouvoir que dans les années à venir, que ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous souhaitons aujourd'hui se réalise concrètement grâce à l'aide de tout le monde, que ce soit le secteur privé, le public, les citoyens, les cadres et autres, ou la jeunesse africaine et les moins jeunes aussi. Donc, je remercie encore pour m'avoir permis d'échanger autour de cette question. Et voilà, donc voilà. Merci beaucoup, le doyen Cédric, merci beaucoup. Et je pense également qu'on aura l'occasion de débattre sur d'autres problématiques à l'échelle régionale, beaucoup plus vaste en Afrique. Et je suis vraiment à ta disposition pour tout autre débat. Et bon, voilà, c'est vraiment un plaisir aussi de faire ta connaissance. Et à présent, nous allons passer la parole à Joe Kirby. Depuis le Canada, c'est ça, non? Oui, c'est bien ça. Alors, merci Souleymane, merci à toute l'équipe de l'AGEB, en fait, de nous avoir réunis aujourd'hui. On a pu, comme l'ont dit mes co-panélistes, échanger sur un sujet, en fait, qui est assez tranchant pour notre continent. Donc, merci à tous pour ces différents échanges. J'en ai appris aussi. Ça m'a permis d'être sensibilisée à certaines choses qu'on connaît, mais qu'on finit des fois par oublier. Et puis, pour moi, la chose que je dirais, c'est de continuer à travailler sur les différentes choses qu'on fait, puis faire plus que les débats, parce que débattre, c'est bien, mais je pense que toutes les idées que vous avez ici, je pense que vous démontrez un certain leadership. Donc, je vous invite à sensibiliser aussi les personnes qui sont autour de vous et puis justement à poser des actions concrètes parce qu'on est des jeunes, puis notre continent nous attend. Donc, voilà. Bonne journée à tous et puis joyeuses fêtes également. Merci beaucoup, Joe Cardi. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous cette conférence et je pense que si jamais l'avenir nous donne la chance de faire un tour au Canada, on passera vous voir. Et je remercie également cette association, l'association des jeunes économistes du Bénin. Bon, voilà, c'est l'Afrique qui est là. Il y a un Camerounais, il y a la Centrafrique, il y a le Sénégal. Et je suis vraiment fier d'avoir des jeunes qui se soucient du bien-être de leur continent. Et je pense également que le président Ricardo, nous avons été dans le temps. Et je pense que le développement va tout d'abord commencer par là, parce que s'il y a une chose qui me saoule vraiment, c'est le fait de dire l'heure africaine. Nous avons dit à 17h, nous avons commencé à 17h. Et la fin, c'est 19h. On est à 19h moins 2 minutes. Et je pense qu'on est vraiment à temps. La ponctualité et le respect des délais, je pense que c'est une chose qu'il faut mettre en avant pour le développement. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Je remercie également tous ceux qui ont participé, ceux qui ont laissé des messages, ceux qui ont envoyé des questions, ceux qui nous suivent sur Facebook également, en Centrafrique, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, un peu partout. Bon, voilà, ceux qui nous suivent via Facebook, je vous remercie tous. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.